Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et comme c'est la Toussaint, on va parler d'un sujet aussi fascinant que délicat, le numérique et la mort. En effet, avec l'avènement des nouvelles technologies, même les rites funéraires et la gestion de l'après-vie évoluent. Alors comment gérer la vie numérique de nos défunts? Que penser d'une intelligence artificielle qui permettrait de dialoguer avec nos chers disparus? Comment gérer le plus simplement votre succession? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial accompagné l'après-vie, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un expert en neurosciences. Il est notre premier invité, Romain van der Dopp. Bonjour. Alors bonjour. Romain, on le dit, notre monde est de plus en plus connecté, c'est une évidence. Et donc nos vies vont être de plus en plus numérisées. Comment pensez-vous que la technologie va influencer notre rapport à la mort et au deuil? Alors déjà, le deuil, c'est un rituel. Le deuil, c'est la capacité de vivre avec l'absence de la personne chère ou de la personne aimée. Donc faire son deuil, c'est être capable de vivre avec cette absence. Le problème du numérique, c'est qu'il nous surstimule. Si demain vous avez accès aux images, aux sons, aux vidéos, que tout ça est modélisé, que demain peut-être tout sera dans un avatar, le risque c'est de créer un attachement émotionnel supérieur à ce qui aurait pu se passer durant la phase de deuil, et donc de créer finalement une certaine forme de lien qui va perdurer, une certaine forme de fantôme numérique avec lequel le sujet est amené à vivre. Et ça, c'est pas forcément facile parce que ça allonge la phase de deuil jusqu'à 1,5 fois selon l'université de Cambridge. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors pour être très concret avec nos éditeurs, il existe aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent recréer une personne qui a disparu. Alors on le fait avec des artistes, il y a eu des concerts avec Gabriel Fauré récemment qui permettent de dialoguer avec l'artiste parce qu'on a enregistré beaucoup des propos et des actes artistiques de l'artiste. Mais on peut imaginer que demain, et peut-être que c'est en cours, certaines startups vont modéliser la voix, la personnalité, les réactions avec un chat GPT plus d'un défunt, et on pourra continuer à dialoguer. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors je pense qu'il faut être extrêmement prudent pour deux raisons. La première, c'est que face à une IA générative, ça va être très compliqué pour le cerveau humain de faire la différence entre ce qu'il a vécu avec la personne dans sa réalité consensuelle et ce qu'il va vivre avec potentiellement l'intelligence artificielle de demain, ce qui peut créer en fait un biais l'amenant à rester connecté en permanence avec son défunt. Moi, je pense que si vous proposez ça à ma belle-mère, elle resterait connectée 24 heures sur 24. Le problème, c'est que ça peut créer en tout cas de l'isolement social, voire potentiellement de la dépression. Il y a plusieurs études américaines qui montrent que rester connecté avec ses défunts, c'est encourager en tout cas la dépression. Alors imaginons, c'est peut-être un scénario de science-fiction, mais vous payez un abonnement pour pouvoir continuer à dialoguer avec votre défunt, et en fait cet abonnement, vous ne le payez plus, donc du jour au lendemain, c'est un deuxième effet un petit peu difficile à encaisser. On en a parlé lors de la préparation, mais on est allé assez loin, on va dire, mais j'aimerais partager ça avec nos auditeurs. Je pense, imaginez demain, en fait, il faut vraiment prendre en perspective le fait que le cerveau humain ne va pas réussir à faire la différence entre l'avatar qui est créé pour créer du revenu d'un point de vue commercial et ce qu'il vivait avant. Donc il va y avoir un attachement émotionnel, il va y avoir potentiellement des phrases qui vont être dites, qui vont être attribuées au défunt, mais finalement on n'a aucune certitude à savoir si il ou elle aurait tenu ces propos-là. Ça peut créer des biais dans les prises de décision, des biais dans la gestion de leur vie au quotidien. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager ce type d'innovation si d'aventure elles sont encadrées et qu'elles transformeraient potentiellement le processus de deuil. Mais aujourd'hui, imaginez demain que je me connecte parce que mon père est mort, puis d'un coup j'ai plus accès à mon abonnement. Clairement, c'est un deuxième deuil. Imaginez que demain que le serveur soit pas accessible ou qu'il y ait un glitch, il y a un bug où la personne se met à dire des choses totalement incroyables, ou la programmation de l'IA ne s'est fait que sur certains facteurs. Vous savez comme moi, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on pense et qu'on ne dit pas. Et tout ça, la machine n'a pas pu le récupérer. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'encadrer, de faire preuve d'éthique, sans forcément restreindre l'innovation. Je le pense, une innovation passe souvent par 3 étapes. Ça peut être potentiellement dangereux,
puis potentiellement ridicule et seulement après évident. Affaire à suivre. Concrètement, ça pourrait entraîner de nouvelles pathologies. Vous qui êtes expert du cerveau, quelque part, si ce n'est pas encadré ou si ce n'est pas géré par des experts médicaux, presque, on peut arriver à de nouvelles pathologies. Alors, des nouvelles pathologies, j'aime pas forcément le terme, mais en tout cas une transformation des pathologies. Je sais pas si vous vous souvenez de l'aérophagie. L'aérophagie, c'est les gens qui respiraient dans des sacs parce qu'ils étaient anxieux. Aujourd'hui, on a quasiment plus de patients qui font de l'aérophagie. Par contre, on a d'autres pathologies avec d'autres noms dessus. Des gens qui font de la dépression chronique, des gens qui ont de la fibromyalgie. Et je pense qu'avec l'ensemble des évolutions, les wordings changent. Un peu comme des marques, quelque part. Non, là où il faut faire attention, c'est effectivement l'addiction au digital, mais qui est finalement dans le lien affectif, dans cette incapacité à vivre l'absence, dans lequel la technologie pourrait créer une transition peut-être un peu plus souple, mais pourrait aussi, d'un autre côté, créer une certaine forme d'aliénation à la machine pour des bénéfices commerciaux. Et c'est là où je pense qu'il y a une nécessité d'aller encadrer la chose pour éviter finalement ce piratage cognitif pour faire de l'argent. Romain, on va assez loin là sur l'extrapolation et peut-être des scénarios de science-fiction. La question, c'est que comme toutes les innovations, au début, et vous le dites, elles vous semblent complètement absurdes et ridicules et hors champ, et en fait, elles deviennent complètement naturelles. Qui aurait cru au Moyen-Âge que des ordinateurs allaient nous permettre d'écrire? Là, sur le lien entre la mort et le numérique, on est dans quelle disposition aujourd'hui et qu'est-on prêt à accepter qui deviendra complètement normal demain? Alors là, me faire porte-parole de la pensée collective, c'est un petit peu compliqué, mais je dirais que le deuil, il est issu de nos ancrages, de nos primo-expériences qui sont liées à la sphère religieuse. Donc c'est des histoires qui ont été racontées, peu importe la croyance que l'on y porte, l'idée c'est de se dire, voilà, on a vécu avec certains rituels, avec un certain mode de pensée. Aujourd'hui, il y a une révolution qui arrive et mettre en place un changement dans le cerveau d'une personne, c'est extrêmement compliqué, tout simplement parce que 95% de ce qu'il fait la veille, il le fait le lendemain. Donc il se lève du même côté du lit, prend le même petit-déj, rendez-vous dans le même bureau, règle les mêmes problèmes, il finit, dort, pour certains cas, mange à la même place et dort à la même place à côté de la même personne. Donc vous voyez, changement de paradigme complet, ça peut créer le rejet, en fait. Dans un premier temps, c'est une certaine forme de rejet, c'est le choc qui potentiellement, avec une adaptation, une transformation, une compréhension du modèle, peut amener un changement durable. Mais ça encore, comme l'ancrage est fort, la primo-expérience reste forte, liée aux religions, liée au processus de deuil, ça va s'avérer, je pense, complexe. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, effectivement, il y a tout ce processus, cette tristesse, ce conditionnement. Quand vous allez au Japon, par exemple, on peut, le week-end, aller dans les cimetières, honorer les morts, leur apporter des oranges, etc. Et c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc ça correspond à ce que vous évoquez. La culture conditionne notre approche de la mort. Ça va être extrêmement culturel. Vous allez en Afrique, c'est encore traité différemment. Si vous avez l'opportunité de regarder le Disney Coco sur la manière dont est gérée la mort en Amérique latine, c'est encore différent. Je pense que nous avons des ancrages culturels, des ancrages personnels et également des ancrages émotionnels. L'émotion est au cœur, en fait, finalement, du sujet d'aujourd'hui. Une émotion, c'est quoi? C'est d'avant tout des sensations dans un contexte donné. Ça veut dire que pour maîtriser le facteur émotionnel, il va falloir maîtriser la sensorialité, ce qui est très bien fait avec un casque de VR, par exemple, donc qui va totalement leurrer le cerveau, et en même temps maîtriser le contexte. Ça veut dire que quand est-ce qu'on donne accès? Comment on donne accès? Sous quelle supervision on donne accès? Finalement, l'IA, comment elle est inputée? Et sur quelles règles éthiques, internes, externes? Est-ce qu'il y a un comité scientifique ou autre chose? Voilà. Est-ce qu'il faut un régulateur, mais sans pour autant limiter l'innovation? Je pense que la discussion reste ouverte. Et pour conclure, si je vous demande d'imaginer un futur idéal où la technologie pourrait aider les gens à traverser le deuil, quelle est là aussi votre position sur le sujet? Je pense que la technologie doit aider l'être humain et pas le supplanter. Donc ça sous-entend qu'il faut potentiellement en garder le contrôle. Là où l'addiction peut être très forte, toute personne qui a vécu un deuil paierait, je pense, très cher pour pouvoir rediscuter avec ses défunts. Donc il faut y créer un cadre sécure. Autrement dit, il faut un facteur de renoncement avant de commencer l'expérience. À partir de quel moment on débranche tout? Ça, je pense que c'est important de le fixer. Moi, je sais quand j'ai battu le record du monde d'immersion dans la glace, c'est clairement un facteur clé que j'ai fixé. Un monde idéal, ça serait où la technologie est au service de l'humain et pas l'inverse.
Donc c'est vraiment un process. Je pense qu'il faut aider à faire la transition vers une solitude pour aider l'humain à être plus fort. Aujourd'hui, l'humain n'est pas si fort que ça face à la solitude, face au deuil. Donc je pense que la technologie a la capacité d'upgrader l'humain à condition qu'elle soit faite avec une éthique qui permet d'améliorer ce sujet, quoi. L'éthique avant tout. Merci beaucoup Romain van der Troep. Je rappelle que vous êtes expert en neurosciences et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir deux entrepreneurs qui nous promettent de gérer notre testament en ligne et de faire disparaître toutes nos données numériques dès que nous ne serons plus là. Et vous allez voir et comprendre pourquoi c'est indispensable. Le numérique pour tous spécial, la numérique est mort, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui s'est donné pour mission d'assurer notre repos digital et qui dirige la start-up éponyme. Alex Ransonnet, bonjour. Vous êtes le DG cofondateur de Repos Digital et vous assurez la clôture des comptes numériques des personnes défuntes. Vous récupérez les photos, les vidéos ainsi que les fonds qui reviennent aux personnes qui restent en vie. Mais alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire bonjour. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez eu l'idée de créer cette start-up et en quoi votre expérience personnelle a influencé ce projet, parce qu'il y a toujours un biais personnel dans ce genre d'aventure. Vous allez voir, ça change pas de l'ordinaire avec moi. Concrètement, moi, c'est une histoire de famille, comme beaucoup de gens dans le funéraire. Je suis jeune, j'ai 25 ans. C'est vrai qu'on n'est pas avec l'envie de se lancer dans le funéraire de prime abord. Et quand on a vécu un deuil, moi, c'était mon grand-père, typiquement, qui était quelqu'un de très connecté. J'entends par là qu'il avait des comptes sur les réseaux sociaux. Et donc, il avait 74 ans. Et au moment de son décès, tous ses comptes sont restés actifs, parce que quand on meurt, les comptes sur Internet restent actifs. Et ça pose plusieurs problèmes. Je vais y revenir, mais avec lui, c'était compliqué parce que je recevais des notifications sur Facebook pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je recevais aussi des messages parce qu'en fait, c'est ma grand-mère qui, avec l'iPad de la famille, me contactait avec son profil. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait absolument aider les gens parce que le problème, il est naissant. Tout le monde est de plus en plus connecté et les générations à venir également. D'ici une cinquantaine d'années, si on fait rien, il y aura plus de morts que de vivants sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était important pour moi et mes associés, parce qu'on est trois, de créer une solution et d'aider les gens sur ce sujet. Si on rentre dans le détail, et je suis désolée, c'est intéressant de rentrer dans le détail, les risques associés justement d'un point de vue émotionnel et peut-être même administratif, quels sont-ils si on ne déconnecte pas les défunts des réseaux sociaux? C'est une question légitime. Pourquoi finalement s'occuper des comptes de son proche défunt sur Internet? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est d'abord émotionnelle. On l'a vu tout à l'heure, les notifications, ça replonge dans le deuil, ça devient complètement inapproprié. Donc nous, on va aider les familles à supprimer les comptes ou à les transformer, parce qu'on peut en faire des pages hommages aujourd'hui. Par exemple, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est possible. Donc nous, on aide les gens à couper ces notifications-là pour résoudre la première problématique qui est émotionnelle. La deuxième, elle est sur la sécurité des données, parce que c'est possible d'usurper l'identité d'un défunt et de pirater son compte. Et dans ce cas-là, c'est terrible, parce que ce soit les informations du défunt ou les informations de la famille, elles sont exposées à des risques. Et puis après, on a de plus en plus de biens sur Internet. Je pense aux photos, je pense aux vidéos, je pense à l'argent qu'on a en ligne, les crypto-monnaies, sur les néobanques, etc. Il y a aussi de l'argent. Ça, si on fait rien et si on n'a pas pris de disposition, c'est perdu. Et donc, nous, on est là pour aider les familles à récupérer ce qu'il aurait dû. Alors justement, concrètement, on va expliquer comment fonctionne Repos Digital. Donc malheureusement, on a le cas d'un défunt. Comment ça se passe? On vous contacte, on va sur votre plateforme web. Qu'est-ce qui se passe, le pas à pas de tout ça? Quel est-il? Aujourd'hui, en deux mots, c'est surtout les pompes funèbres de distributeurs en France, partout en France. Malgré tout, si vous avez connu un décès il y a plusieurs mois, plusieurs années, c'est possible de se rendre sur notre site internet. C'est très facile. Vous cliquez sur le bouton commencer et ensuite, avec l'adresse email et le numéro de téléphone du défunt, nous on a créé une technologie qui permet de retrouver l'ensemble de ses comptes sur Internet. Parce que c'est la première étape de l'accompagnement. Difficile de prendre des décisions sur des comptes si on ne sait pas quel compte avait le défunt. Si vous, Vanessa, je vous demande quels sont vos comptes sur Internet, je ne sais pas si vous pouvez me les lister. Peut-être pas les mots de passe, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est compliqué. Donc, d'abord, on fait cette recherche, ce diagnostic des comptes du défunt. Ensuite, on récupère les volontés de la famille, parce que c'est la famille qui a le pouvoir de faire ce qu'elle veut sur les comptes du défunt. Elle hérite des décisions. Et puis après, nous, on fait signer un mandat à la famille et puis on exécute ses volontés en collaboration avec les plateformes. Donc en fait, on est l'intermédiaire, si vous voulez, entre un Facebook et une famille.
Donc vous intervenez sur tous les réseaux sociaux, hein, vous le dites, des plus connus aux plus confidentiels. Mais cette question du droit à l'oubli, parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles vous ne pouvez pas supprimer des images, elles sont ancrées et c'est très complexe. Vous intervenez là-dessus également ? Alors nous, on a une obligation de moyens dans le sens où on est quand même dépendant de la plateforme au final. Hein, c'est la plateforme qui va devoir faire la démarche finale. Par contre, on a un ultime recours qui est de porter plainte à la CNIL et c'est ce qu'on fait automatiquement au bout de 6 mois parce que parfois les délais sont très longs. Pour reparler du droit à l'oubli, pour nos auditeurs, c'est finalement vouloir supprimer des données nous concernant sur Internet. On a ce droit-là en tant qu'internaute. C'est inscrit dans la RGPD, mais ça concerne les personnes physiques. Il faut savoir que quand on décède, on perd son statut de personne physique et donc à partir de là, on n'est plus vraiment concerné par la RGPD. Donc je ne sais pas si on peut parler de droit à l'oubli. Nous, Repos Digital, on s'applique sur la loi pour une république numérique de 2016 de la CNIL, qui là permet aux héritiers de procéder au traitement des données du défunt, à la suppression de ses comptes numériques et parfois à la récupération si on a les bons papiers du notaire, concrètement. Voilà, donc nous la finalité c'est qu'on fait signer un mandat à la famille qui s'appuie sur plutôt la loi de la CNIL et non sur le droit à l'oubli. Vous de votre côté, Alex, ce tabou de la mort, vous le voyez, vous y êtes confronté parce que vous avez quand même une technologie un peu novatrice mais qui va avec son temps. Comment vous gérez, comment l'appréhendez ? En France, la mort, c'est évidemment un sujet tabou. On parlait tout à l'heure des pratiques en Amérique latine. Il y a des pays où c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France. En France, on n'en parle pas vraiment, ça fait un peu peur. Pourtant, en parler, ça ne fait pas mourir. C'est important également d'en parler avec ses proches pour savoir ce que les uns et les autres veulent faire après leur décès, parce que on le voit dans notre métier, malheureusement, mourir, ça arrive à tout le monde, et pas forcément aux personnes les plus âgées. Alors, je vous rassure, dans la globalité, oui, mais voilà, faut préparer tout ça. Donc oui, c'est un sujet tabou. Par contre, je pense que le regard est en train de changer progressivement. Il y a des acteurs qui participent notamment à changer le regard sur la mort. Je pense qu'en offrant la possibilité de créer un espace hommage sur Facebook, c'est quand même créer un lien avec la mort qui est assez proche. Hein. On peut se balader sur Facebook maintenant et tomber sur des espaces de mémorial, ce qui était complètement impensable, je pense, il y a une dizaine d'années. Donc je pense qu'il y a des solutions novatrices. On parlait d'IA tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces hommages maintenant en ligne, beaucoup de gens qui laissent des messages sur Internet pour la famille, des gens qui parfois ne connaissent même pas la famille, mais qui viennent juste offrir un soutien, un message. Donc oui, le sujet est tabou, mais ça évolue. Juste, vous êtes en relation également avec les assureurs, ça c'est important. Et si on levait ce tabou, on pourrait peut-être mieux gérer sa succession ou son patrimoine. Et on en parlera avec notre intervenant par la suite. Mais vous aussi, vous êtes connecté avec les assureurs et ça vous semble fondamental ? Tout à fait, en fait, c'est un sujet... On nous a toujours dit, mais pourquoi vous faites pas ça pour les vivants ? C'est important. Et effectivement, en France, on a 500 000 contrats de prévoyance obsèques qui sont conclus chaque année. Donc c'est 500 000 personnes qui s'organisent pour prévoir leurs obsèques. L'âge moyen, c'est 62 ans. 62 ans... On est connecté à 62 ans, on a des comptes sur Internet, donc il y a un besoin d'accompagner ces gens-là, de leur offrir une solution pour qu'ils puissent donner des directives sur qu'est-ce que je vais faire de mon compte Facebook après mon décès, de mon compte Instagram, etc., de mon argent aussi, de mes photos, mes vidéos. Et donc le meilleur moyen pour nous, c'est de passer par effectivement les assurances, parce que aujourd'hui, on prépare sa mort, on la prépare pas toutes les semaines, on le fait souvent une fois. Un moment donné, et il faut que Repos Digital, sur cette partie anticipation, soit du coup poussé, on le pense, à travers les assurances. Merci beaucoup Alex Ransonnet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société Repos Digital. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le créateur de la start-up Testamento. Grâce à vous, Virgile Delporte, on va pouvoir partir dans l'autre monde, l'esprit totalement libre, puisque vous vous occupez de tout. C'est bien ça ? Est-ce que je l'ai résumé correctement ? Oui, c'est un bon résumé. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Après, avant de commencer, et comme l'a dit Alex, on a toujours une histoire personnelle qui fait qu'on a créé sa start-up avec, surtout dans le funéraire. Expliquez-nous comment tout a commencé. Oui, effectivement, ça doit démarrer d'une expérience personnelle. Toujours, je rejoins l'histoire d'Alex. Alors moi, mon histoire à moi, c'est la veille d'un départ pour un trek en Amazonie. J'ai 2 enfants en bas âge. Et avec ma femme, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on ne revient pas ? Et c'est très angoissant de se poser cette question parce qu'on se dit, ok, nos enfants sont tout petits, si on revient pas, qu'est-ce qui se passe de la maison, qui va les garder ? Enfin voilà, on se dit, ok, il faut absolument qu'on consigne des volontés, un testament. Et donc on rédige un testament. Ce testament, il décrit 2-3 choses. On a vécu à l'étranger aussi, il y aurait des avoirs qui ne seraient pas retrouvés. Donc on se dit ça et on revient du trek, tout s'est bien passé. Et je montre le testament à un notaire. Il me dit, mais super idée monsieur, mais en fait ce document n'a aucune valeur juridique.
Ça a été le point de départ. Et le déclic, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, là, il y a un problème. Donc là, vous avez créé Testamento. Alors, expliquez-nous très concrètement ce que vous permettez justement et à quels besoins vous répondez. Oui, alors le premier besoin, c'est finalement de savoir ce qui se passe si on décède sans avoir rien préparé. Et c'est vraiment nous on a lancé sur notre site testamento.fr un kit info succession qui dit je renseigne qui je suis, quelle est ma situation familiale, et on va me dire qui sont mes héritiers, de quoi, de combien, de comment ça va marcher. Et donc comprendre et ensuite agir sur les volontés testamentaires, le testament lui-même, le fameux acte juridique, Oui. les dernières volontés qui vont toucher l'anticipation qui n'a pas attrait au patrimoine directement, mais à ses volontés, justement, rites funéraires, volonté extra-patrimoniale, on va dire. Donc là, on va sur votre site internet, on va sur Testamento, et là, en fait, on est guidé pas à pas pour se dire, voilà, ce que je laisse à qui, ce que j'écris, comment c'est certifié par un notaire, parce que ça reste un acte notarial. Oui, alors, donc c'est certifié en amont, c'est-à-dire que la technologie a été développée avec des notaires et des avocats en droit de la famille, et on a construit un parcours digital où vous suivez un chemin, vous dites ce que vous voulez, nous on transpose ça, on pourrait dire que c'est de l'IA, mais en fait c'est de l'algorithmie, on va compiler un document, on va générer un document qui va vous servir de référentiel, que vous allez recopier à la main, et ça fera un testament. Ça c'est pour la partie testamentaire, et puis pour les dernières volontés, c'est un petit peu la même chose, sauf que on a une technologie et un droit qui est un peu différent, c'est que le testament, il faut le recopier à la main. Oui, en 2024, on recopie encore un document à la main, mais sur les dernières volontés, extra-patrimoniales, on va avoir une signature électronique et on va pouvoir partager le document avec ses proches. Alors, qui dit testament dit probablement assurance vie pour certains d'entre nous. Et là, vous attirez vraiment l'attention et la vigilance des gens parce que c'est quelque chose sur lequel, entre le moment où on le signe, très tôt dans sa vie parfois, et le moment où on découvre à qui on lègue, on peut parfois être surpris, voire déçu. Le pendant en fait du testament dans le monde de l'assurance, c'est effectivement l'assurance vie et c'est la clause bénéficiaire. Donc la clause bénéficiaire, faut savoir que quand on ouvre un contrat, par défaut, ça va être l'héritier va être le conjoint et à défaut les enfants. Le conjoint, est-ce qu'il est marié, pas marié? S'il est pacsé, il va être éventuellement considéré comme conjoint si c'est récent, mais si c'est un vieux contrat, pas forcément. Donc en fait, la première chose, c'est de savoir, de la même façon, on ouvre un contrat d'assurance vie, on se dit, c'est de l'épargne. Et effectivement, d'abord, c'est le niveau le dispositif d'épargne préféré des Français. Mais effectivement, il y a une clause, il y a une étape à faire qui est hyper importante et qui a été très très longtemps négligée par les assureurs, par les distributeurs d'assurance de personnes. Et finalement, nous, on intervient, on a digitalisé cette partie-là. Et ça, on le distribue au travers des assureurs et des banques. Oui, j'allais vous le dire pour conclure. Donc, en une poignée de secondes, vous accompagnez plus de 2,5 millions de personnes dans leur succession et vous collaborez avec les grands groupes d'assurance. Et en fait, vous avez un périmètre Testamento qui dépasse largement la succession. Oui, effectivement. En fait, cette problématique qu'on a adressée avec Testamento, des assureurs sont venus nous voir en nous disant si on était capable de parler de la mort comme vous le faites, on ferait plus de business et on accompagnerait mieux nos clients. Et donc, finalement, on a remonté les étapes de la vie pour préparer la retraite, pour préparer tout un tas d'étapes importantes. En fait, on augmente les réseaux de distribution d'assurance et les conseillers en gestion de patrimoine avec de la technologie pour qu'ils parlent mieux de ces sujets et soient plus efficaces également. Virgile, Alex, Romain, merci beaucoup d'avoir abordé un sujet pas forcément évident, mais d'en avoir parlé avec beaucoup de subtilité. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Merci d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, ces fameux réseaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.